La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, un jeune homme, le regard à la dérive, porte un treillis et un bonnet noir. Le Figaro, Maxime, 22 ans, l'itinéraire d'un bourreau français en Syrie. Le Républicain lorrain, le garçon ordinaire devenu bourreau. Paris-Normandie, de l'heure à l'horreur. Le reste de la presse s'intéresse à des sujets plus terre-à-terre. Libération, d'assaut, la main dans le cash, où l'on voit des hommes d'affaires suisses promener des sacs de liquide sur le rond-point des Champs-Élysées. Terre-à-terre aussi, Anne Hidalgo, qui ne verra pas sa tour triangle s'élever dans le ciel de la capitale. Le Parisien, pour Hidalgo, c'est la tour infernale. Évidemment, l'ombre du djihad en France et en Irak fait la une des journaux ce matin. Et oui, et le ton martial des éditoriaux semblerait presque dérisoire. Comme s'il cherchait vainement à se rassurer. C'est Raymond Courreau dans l'Alsace qui lance « Les fanatiques, apprentis ou confirmés, ont fait un choix, celui d'être nos ennemis. Traitons-les comme tels. Leur tendre la main reviendrait à leur tendre la gorge. » C'est David Guévard dans le Courrier Picard qui observe « Le lavage de cerveau est tel que les jeunes embrigadés, et pas tous des imbéciles, sont prêts à mourir en kamikaze. » Tout cela est vrai, mais n'épuise absolument pas le questionnement vertigineux que résume le titre de une de Libération, un Normand chez les bourreaux. Dans le journal, Luc Mathieu cite un cabinet d'études américain qui s'est penché sur le profil des djihadistes et décrit leur besoin de trouver une cause supérieure. Cause supérieure, comme une sorte d'abîme indéfini laissant les journalistes à leur perplexité. Juste au-dessus, un autre article décrit Bosc-Roger en roumois, ses démonstrations de karaté à la salle de sport Jacques Anquetil et son plateau céréalier. Dans le Parisien, c'est l'oncle qui raconte une jeunesse entre le McDonald's du Neubourg et la pizzeria halal de Bourrachard. Et les journalistes cherchent. Ils cherchent ce moment de basculement, une brouille familiale, autre chose. Stéphane Siret, dans Paris-Normandie, se demande où sont passées les sentinelles sociales que sont l'école, les services publics en général, les gendarmes de l'Internet, pour ne pas avoir décelé chez lui cette tentation mortifère. Et derrière sa question, une autre point. Combien de Maxime Auchard, combien de jeunes gens sans histoire mais à la recherche d'une cause supérieure qu'un Occident consumériste et désenchanté ne leur offre plus? Et dans ce contexte, Natacha, l'antisémitisme semble galoper en France. Oui, Libération publie les résultats d'un sondage sur l'antisémitisme. Le journal souligne que le Front National garde une spécificité puisque ses sympathisants se reconnaissent 2 fois plus que le reste de la population dans l'idée, par exemple, que les Juifs seraient trop nombreux en France ou qu'ils contrôleraient les médias. Mais l'article regrette surtout que les musulmans aient fait l'objet d'une méthodologie différente, comme pour éviter toute comparaison avec le reste de la population, alors qu'ils sont, selon l'étude, 2 à 3 fois plus nombreux que la moyenne à partager des préjugés contre les Juifs. Alors qu'ils font l'objet eux-mêmes aussi de méfiance ou de rejet. Une étude qui nous raconte finalement qu'il n'y a pas d'un côté des bourreaux et de l'autre des victimes. Un peu de générosité à présent dans ce climat bien lourd. Mais oui, parce que lui fut du côté des victimes du temps où les rôles étaient distribués. Le Parisien nous raconte la belle histoire de ce donateur du musée d'Orsay, mort en 2012. Et le musée a réussi en fait difficilement à reconstituer son histoire. Georges Havas, né en Moravie, avait été déporté à l'âge de 13 ans vers Auschwitz. Seul lui et sa mère en sont revenus. Le train qui les sort de l'enfer les dépose à Paris, à la gare d'Orsay. Le jeune homme émigre plus tard vers les États-Unis, vit une vie de petit fonctionnaire, célibataire, mais envoie régulièrement des dons au musée. Il n'y est venu qu'une fois dans sa vie pour vérifier que la mention de son nom figurait bien sur la fiche d'un tableau acheté grâce à lui. Sans doute un hommage au lieu qu'il avait vu renaître, sans doute sa cause supérieure à lui. Vous nous emmenez à l'école à présent. Bah oui, l'école est-elle une sentinelle sociale? En tout cas, certains la trouvent inutile. Dans un article récent des Échos, l'écrivain et professeur star d'Entre les murs, souvenez-vous, François Bégodeau, proposait la suppression de l'école obligatoire et son remplacement par un service d'éducation non obligatoire à partir de l'âge de 8 ans. Jusqu'à cet âge, disait-il, l'école a la vertu de soulager les femmes. Le motif de cette brillante idée, eh bien, l'école n'est pas une fabrique d'audace. Alors sur le site du Point, Jean-Paul Brigelli bondit, l'école va mal, supprimons-la. Mais c'est sur le site slate.fr que la salve est la plus violente. Elle vient de la journaliste Louise Touret qui s'insurge. Cher François Bégodeau, j'ai rarement lu un truc aussi pourri sur l'école. Non seulement parce que l'école n'est pas là pour soulager les femmes, mais surtout, dit-elle, parce que derrière le propos vaguement libertaire, genre mauvaise lecture d'Ivan Illich, on retrouve en fait les théories ultralibérales de Milton Friedman sur la liberté scolaire.
Et puisque François Bégodeau aime le foot autant que l'école, et qu'il a commis également une tribune dans Le Monde pour fustiger, à la suite de Willy Sagnol, les méchants racistes et nostalgiques qui s'exprimeraient sur son sport préféré, eh bien le philosophe Jean-Claude Michéa, mis dans l'eau, répond à l'audacieux sur le site du Nouvel Observateur. Vous venez une fois de plus d'être flashé par nos services en flagrant délit de mensonges et d'escroquerie intellectuelle. Le texte est drôle, ça parle de l'histoire du foot, de l'état du débat intellectuel en France, qui se porte assez mal en fait. On termine par un petit détour sur le site Rue 89. Oui, vous savez. Alors, une question, Thomas. Est-ce Oui. que vous savez qui vous a choisi, vous, pour présenter cette matinale? Écoutez, j'ai une petite idée, mais... Ben oui, mais ouais. ne préjugez de rien. Et lisez l'article d'Europe 1, sur le peut-être site Rue À 89. moins que ce soit celui d'RTL qui m'a envoyé là pour essayer. Peut-être. Mais vous verrez dans cet article que les algorithmes seraient de plus en plus utilisés parce qu'ils sont de plus en plus efficaces pour juger du recrutement d'un salarié. Ah. Et qu'en tout cas, ils sont plus efficaces que les patrons eux-mêmes. En gros, grâce à des statistiques, l'ordinateur pourrait prévoir quel candidat est susceptible de tenir son poste, de se révéler productif, efficace ou de craquer pour surmenage. Bon, ça interdit tout pari, toute prise de risque pour donner sa chance à un candidat alors que son CV, son lieu de résidence le condamnait à la relégation. C'est bien l'algorithme, hein. C'est performant, c'est rationnel. Il y a peu de chances que ça fournisse des causes supérieures, alors certains iront les chercher ailleurs. Très bien, la première fois qu'un algorithme me rendrait service ou que j'y comprendrais quelque chose. Merci Natacha Polony. La revue de presse, tous les matins, c'est à 8h30 sur Europe 1. Et mon ordinateur me dit que vous revenez demain matin. Et oui. À demain.